Les abeilles mellifères sont travailleuses et utiles à l'homme. Elles seraient même intelligentes. Mais avant d'être domestiquées, elles appartenaient à la grande famille des abeilles sauvages. Une vaste parenté dont les talents restent encore largement méconnus. Dans la campagne française, on dénombre 831 espèces d'abeilles sauvages. Cette diversité est un bienfait pour l'homme et la nature. Toutes les abeilles, sauvages et domestiques, perçoivent des couleurs que nous ne pouvons voir. C'est un atout pour trouver les fleurs. Mais certaines sont-elles meilleures pollinisatrices que d'autres? Il en existe de minuscules, d'autres grandes comme le pouce. Mais toute la famille des abeilles sauvages présente des capacités étonnantes. Un talus herbeux, un sol nu et sec. C'est un habitat idéal pour les abeilles sauvages. Cette mini-falaise paraît désertée, mais elle renferme toute une vie prête à éclore. Dès les premiers jours du dégel, lorsque le soleil réchauffe la terre, la nourriture des abeilles surgit du sol. Le tussilage fleurit souvent dès le mois de février, peu avant que les premières abeilles sauvages ne sortent d'hibernation. Les andrènes et les collettes, les premières à quitter leur nid, se mettent tout de suite en quête de fleurs. Au cours du vol, les abeilles se chargent électriquement et les fleurs présentent une charge électrique opposée. Voilà pourquoi les grains de pollen semblent sauter sur l'insecte. Ainsi, le tussilage est pollinisé, même quand l'abeille qui le butine est un mâle qui ne s'intéresse qu'au nectar. Le pollen, la partie mâle de la plante accrochée au poil de l'insecte, doit atteindre les organes femelles de la fleur. Pour le tussilage, c'est une question de survie. Des plantes sont capables de modifier leur charge électrique en un rien de temps, afin qu'un maximum de pollen se fixe sur l'abeille. Les abeilles sauvages n'ont pas d'apiculteurs pour leur offrir un abri. Elles s'en construisent donc un elles-mêmes. Nombre d'espèces font ainsi leur nid dans le sol. Les mâles volent de ci de là, en quête d'une partenaire. Un parfum spécial les conduit l'un vers l'autre. Des bourdonnements accompagnent l'accouplement. Le bruit attire d'autres mâles. L'accouplement des collettes du saule donne lieu à des scènes tumultueuses. Ici, plusieurs mâles se disputent une femelle. Toutes les abeilles sauvages ne nichent pas dans le sol. Pour les observer, il suffit d'assembler quelques planches et d'y faire des aménagements. Le nid doit avoir un toit et un fond isolé pour résister aux intempéries. Bien conçu, cet hôtel à abeilles servira pendant des années. Il sera très apprécié des espèces qui couvent dans les tiges évidées ou les trous creusés dans le bois. Si l'hôtel est bien orienté au sud, les premiers hôtes arriveront dès le début du printemps. Et beaucoup y resteront. Divers comportements pourront être observés. Par exemple, des abeilles maçonnes mâles se battant pour les femelles. Pendant que certaines de ces osmies cornues s'accouplent, un premier prédateur arrive. C'est une guêpe coucou, une menace sérieuse pour la prochaine génération d'abeilles. Les dangers ne guettent pas seulement dans l'hôtel à abeilles. Tout près de la petite falaise,
le pire ennemi des abeilles sauvages se réveille. L'insecte qui émerge de la terre n'annonce rien de bon pour les collettes du saule. C'est un coléoptère, plus précisément une femelle de méloé violet, et elle a une faim de loup. Sur le versant exposé au sud, les premières pulsatilles apparaissent. La gentiane et l'adonis cherchent eux aussi à attirer l'attention des pollinisateurs. Mais à l'exception de quelques bourdons, les abeilles semblent bouder leurs fleurs splendides. Où sont passées toutes les andrènes et les collettes de la colonie voisine? Voici un insecte que la floraison du versant sec semble attirer. C'est la femelle de méloé violet qui se dirige vers les énormes fleurs. Elle recherche les parties de la plante les plus riches en énergie. Cette femelle porte en elle plusieurs milliers d'œufs. Pour qu'ils arrivent à maturité, elle doit se nourrir en permanence. Si les gentianes et les pulsatilles ne parviennent pas à attirer les pollinisateurs, le saule en est littéralement assailli. Chaque saule ne porte que des fleurs mâles ou des fleurs femelles. En allant d'un arbre à l'autre, les insectes pollinisateurs assurent leur reproduction. Comme son nom l'indique, la collette du saule apprécie tout particulièrement les chatons de cet arbre. Elle butine peu les autres fleurs. Chargée de pollen, la collette revient vers son nid qu'elle avait bouché avec de la terre avant de partir. La colonie a de la visite. Un couple de méloé violets inspecte la crèche des abeilles sauvages. Bientôt, ce sera peut-être leur crèche. Ces coléoptères ne sont pas les seuls ennemis de la collette du saule. La menace arrive aussi par la voie des airs. À son retour, cette collette du saule surprend une intruse à l'entrée de son nid. Une abeille nomade en train de se frayer un chemin à l'intérieur. Elle avait presque réussi son coup. Les nomades sont des abeilles coucou. Elles ne construisent pas de nid et parasitent ceux d'autres abeilles. Nombre d'abeilles sauvages ont leurs abeilles coucou attitrées. Ainsi, une sphécode albilabris indique souvent la présence d'un nid de collette du saule. La collette femelle attend dans sa galerie. La sphécode se glisse dans la cavité pour tenter de déposer un œuf aussi vite que possible sur la réserve de pollen de la collette. Avec les muscles de leurs ailes, les deux abeilles produisent des bourdonnements aigus. « Veux-tu bien déguerpir » dit en substance la collette du saule. Les dernières gelées nocturnes ne gênent pas la floraison de printemps. La pulmonaire pousse dans les forêts de feuillus clairsemés. On la reconnaît à ses fleurs roses et bleues. Au départ,
le bouton de fleur est toujours rose. Au fil des jours, ses pétales se teintent de bleu. Les abeilles, comme l'anthophore aux pattes poilues, apprennent vite à associer les couleurs des fleurs à la présence ou l'absence de pollen. Elles économisent ainsi une précieuse énergie. La plante sera à coup sûr pollinisée si les osmies ou abeilles maçonnes visitent ces jeunes fleurs roses. Lorsque l'exploitation agricole est respectueuse de la nature, on observe une grande diversité de fleurs et par conséquent d'abeilles sauvages. Dans les prairies marécageuses et rarement fauchées, de très grandes fleurs cherchent à attirer les pollinisateurs. Des fritillaires pintades. Ces fleurs sont relativement rares. En France, elles se concentrent dans l'ouest du pays. L'osmie rousse est 100 fois plus petite que la fleur. Une seule corolle suffit à la rassasier. Chacun des 6 pétales possède une glande qui produit du nectar sans interruption pendant 3 jours. L'hôtel à abeilles est désormais entouré de fleurs multicolores. Les osmies qui y ont élu domicile ne sont pas difficiles. Elles pollinisent toutes les fleurs des environs. Pour que les abeilles puissent polliniser une telle abondance de fleurs, le printemps ne doit pas être trop froid. Les récoltes de fruits sont toujours plus belles quand il y a des abeilles sauvages en abondance. La petite Lasioglossum marginatum rentre au nid chargée de pollen. C'est sa récompense pour avoir dispersé des grains de pollen sur les fleurs femelles au cours de son butinage. Les arbres fruitiers grouillent de guêpes et d'abeilles, domestiques et sauvages. La biodiversité et le taux de pollinisation sont plus élevés sur les exploitations durables où l'on a peu ou pas recours aux insecticides. Les abeilles Lasioglossum marginatum font leur nid dans le sol. À mesure qu'elles creusent, la terre s'accumule à l'extérieur. L'entrée du nid se trouve au sommet de ces petites cheminées. Les nids sont souvent les uns à côté des autres. Leurs monticules qui émergent dans la prairie évoquent des modèles réduits des termitières de la savane africaine. La pluie va laver la boue du monticule. Et bientôt, il ne restera plus qu'une cheminée de terre durcie par la salive d'abeilles. Le nid est en dessous, bien à l'abri. À la différence de la plupart des abeilles sauvages, les Lasioglossum marginatum vivent en société. Elles ont une reine qui peut vivre 6 ans, un âge canonique à l'échelle des abeilles. Peu après l'éclosion, les ouvrières bâtissent des cellules souterraines pour stocker le pollen. Il servira à nourrir les larves. Une colonie de Lasioglossum marginatum peut héberger des centaines d'abeilles. La reine se distingue à peine des ouvrières. Ces dernières peuvent vivre de 12 à 15 mois. C'est beaucoup pour une abeille, même sauvage. Plus surprenant encore, à partir du mois de mai, elles ne quittent plus la colonie. Ce n'est qu'en mars de l'année suivante qu'elles referont surface. Leur hibernation reste une énigme pour les spécialistes. Un troupeau de moutons n'est pas un danger pour l'abeille sauvage. Au contraire, les Lasioglossum marginatum ont besoin de sols argileux, avec peu de végétation. Elles n'aiment guère les champs exploités de façon trop intensive. L'idéal, ce sont les prés pâturés 1 ou 2 fois par an,
car les moutons rasent les plantes vivaces et les arbustes qui pourraient empêcher la lumière du soleil de réchauffer le sol. Les ouvrières, qui attendent l'année suivante nichées à 1 mètre de profondeur, ne survivraient pas sans le berger et ses bêtes. Une foule de petits insectes jaunes sort du sol. Ce sont des triongulins, les larves du méloé printanier. Et de vrais dangers pour les abeilles. Leur premier objectif est de gagner les hauteurs. Une fois bien installés dans une fleur, les triongulins guettent les abeilles sauvages. Les minuscules larves grimpent sur leur hôte et s'accrochent à son pelage. Commence alors pour les triongulins un voyage dans l'inconnu. Si les petits passagers clandestins ont de la chance, ils ont saisi les poils d'une abeille de la bonne espèce. La réserve de pollen se trouve au fond de la galerie de cette lasioglosse. C'est là que les triongulins descendent. Une seule larve de coléoptère va sortir gagnante de l'affaire. Après avoir avalé l'œuf d'abeille et le pollen, elle se transformera en nymphe. Elle ne quittera le nid que l'année suivante sous forme de méloé printanier. Où qu'elle se trouve, dans le sol comme dans le bois mort ou les tiges creuses, les larves d'abeilles sont sans défense contre les parasites. Pour les protéger, la plupart des abeilles sauvages scellent l'entrée de leur nid. L'osmie cornue transporte dans ce but de l'argile et de petites mottes de terre jusqu'à l'hôtel à abeilles. Les larves sont à l'abri à l'intérieur. Elles ne ressemblent pas encore à leurs parents. Elles passent leur journée à manger la bouillie que leur mère a préparée à base de pollen et de nectar. Chaque cellule gorgée de pollen abrite une larve. Ici, elles sont relativement en sécurité. Par contre, au dehors, les adultes courent bien des dangers. Cette araignée crabe a revêtu la couleur d'une fleur de rosier du Japon. Elle guette sa future proie, mais pas n'importe laquelle. Certains insectes sont trop gros pour elle. Une Andrena hemorrhoa, c'est parfait. Une fois capturée, elle ne peut plus lui échapper. Une morsure empoisonnée à la nuque dissout les tissus internes. L'araignée crabe n'a plus qu'à les aspirer. Les abeilles maçonnes n'utilisent pas seulement des gîtes artificiels, bien sûr. Un trou dans un tronc ou une tige creuse de diamètre convenable font très bien l'affaire. Mais comment ces trous se forment-ils ?
l'abeille sauvage n'est pas capable de les creuser. De nombreux coléoptères se développent dans le bois mort. Surtout les xylophages, comme le clite arqué. Sa larve creuse les chênes ou les hêtres pendant 2 ans avant de se transformer en coléoptère dans sa galerie. Quand il émerge du bois, il laisse derrière lui un trou de 7 cm de profondeur. À peine s'est-il envolé qu'arrivent les premiers intéressés, comme cette guêpe coucou. Les coléoptères s'accouplent sur le bois et y déposent immédiatement leurs œufs. Chacun d'eux va bâtir un futur logement pour hyménoptères. Un trou creusé est rarement laissé de côté. Mais le bois n'est pas la seule possibilité offerte aux abeilles maçonnes. Il existe aussi des maisons préfabriquées. Cet osmie bicolore a fort à faire pour aménager son futur nid. Pour commencer, il faut mettre la coquille d'escargot dans la bonne position. Après cet effort, la petite abeille sauvage doit prendre des forces. Elle n'est pas difficile. Le principal, c'est qu'il y ait du nectar sucré. Puis, le travail reprend. Elle dépose maintenant une provision de pollen au centre de la coquille. Il servira à nourrir ses larves. Ensuite, elle construit un opercule à base de cailloux et de ciment végétal pour barricader l'entrée du nid. Elle retire aussi de petites mottes de terre sous la coquille pour la stabiliser et éviter qu'elle ne roule au moindre coup de vent. Mais l'abeille est loin d'avoir terminé. Elle va maintenant effectuer une bonne centaine de trajets pour transporter des brins de paille, des aiguilles de pin et des brindilles jusqu'à la coquille. Elle les entasse pour camoufler son nid et le protéger des intempéries. La petite abeille est capable de déplacer des brindilles de 10 cm de long. Il faut 3 ou 4 jours pour que tout soit prêt. Au cours de sa vie, qui ne dure qu'1 mois et demi, l'abeille installera ainsi 5 à 10 nids. Un travail de titan pour un si petit insecte. Mais certaines abeilles sauvages ont des modes de construction encore plus curieux. Les feuilles de cet érable présentent de larges trouées. La responsable, la voici. C'est une mégachile ou abeille découpeuse. Elle prélève des fragments de feuilles de certaines espèces et s'envole avec. Elle les transporte jusqu'à l'hôtel des abeilles. Ces feuilles vont lui permettre de construire les cloisons d'une série de cellules. Chacune de ces cellules séparées par les morceaux de feuilles abrite une larve. Dans quelques mois, elles auront épuisé leur provision de pollen. Au printemps prochain, elles deviendront des nymphes.
Peu après, une nouvelle génération d'abeilles sortira du nid de feuilles. L'utilisation de papier peint est largement répandue chez les abeilles sauvages. Voici une espèce très rare, une Hoplitis moxari. Elle habille l'entrée de sa galerie de pétales, de préférence de fleurs de lin. Pour sa décoration intérieure, elle apprécie aussi le coquelicot. Le matériau végétal renforce les cloisons colorées des alvéoles. Il a aussi probablement une fonction hygiénique. La spécialisation, le fait de se limiter à certaines plantes comme matériaux de construction ou source de pollen, n'est pas sans danger. Si la plante se raréfie, l'abeille risque de disparaître. Le coquelicot couvre parfois des champs entiers. Et parfois, il est lui aussi percé de trous. L'anthocope du pavot, également très rare, n'utilise que des fleurs de coquelicot comme matériau de construction. Elle en tapisse les galeries de son nid. Pour l'instant, cette pente sèche forme un petit site bien protégé. Mais si l'on vient à pulvériser davantage d'herbicides sur les champs environnants, le coquelicot n'y poussera plus et l'anthocope du pavot disparaîtra elle aussi. Comme la plupart de ses congénères, l'anthocope du pavot ne survit que là où est pratiquée l'agriculture extensive. Les abeilles sauvages sont des indicateurs de la bonne santé de l'environnement. L'agriculture durable est aussi cruciale à leur survie que l'existence de zones naturelles protégées. La France compte environ 1 350 000 colonies d'abeilles, soit à peu près 60 milliards d'ouvrières. Au début du printemps, il faut y ajouter les mâles. La seule tâche des faux-bourdons est de s'accoupler avec les jeunes reines. En dehors de cette mission, ils ne sont que des pensionnaires sans intérêt pour la colonie. Les faux-bourdons ne sont pas tolérés longtemps à l'intérieur de la ruche. Bientôt, on ne les laisse même plus entrer. On les retrouve dans les environs, affaiblis, proie facile pour de petits prédateurs comme le carabe doré. Une morsure à la base de l'aile et le coléoptère est assuré de faire un bon repas. Les abeilles sauvages profitent souvent de la proximité des hommes. Quand on nous demande quels animaux sauvages vivent dans les fermes, on pense d'abord aux hirondelles, même si leur population est depuis 40 ans en forte régression. Mais les anthophores aux pattes poilues apprécient également l'atmosphère de l'étable. Elles y sont à l'abri du vent et des intempéries. L'arbre de la cour, un marronnier d'Inde, leur procure nectar et pollen en abondance. Les marronniers ont eux aussi un système de signalisation. Le jaune signifie « il y a quelque chose à prendre ici ». Le rouge annonce « vieille fleur, plus de nectar ni de pollen, inutile de vous déplacer ». Mais les fleurs vides contribuent à attirer les butineurs. Cette vieille ferme offre un refuge à un grand nombre d'abeilles sauvages. Une Antidie cotonnière a pris ses quartiers dans un poteau de la clôture. Elle aime les fleurs violacées de l'épierre officinale. La fleur s'épanouit justement derrière la ferme, dans une prairie où prospère une grande variété de plantes. Le mâle de l'Antidie cotonnière possède des épines dures à l'extrémité de l'abdomen.
c'est un petit insecte agressif. Gare à l'abeille qui s'approche de la zone qu'il s'est appropriée. Le sphinx colibri est protégé par sa grande taille. Il peut boire tranquillement le nectar de l'épière. Mais si une abeille domestique s'approche, cette attaque en règle a fait fuir la butineuse. Pour observer les anthidies cotonnières, il suffit de planter des épières dans ses plates-bandes ou dans un pot. Ces fleurs seront bientôt l'objet d'une surveillance étroite par un mâle intrépide. Une femelle butine du nectar des pierres. Elle est dépourvue d'épines à l'abdomen. Un mâle la repère bien vite. Chez les anthidies cotonnières, il est difficile de faire la différence entre approche amoureuse et attaque. Encore un visiteur. Il saura désormais que la zone est interdite aux bourdons. Le jardin offre aussi des plants d'épières laineuses. Un peu de nectar pour prendre des forces. Et voilà que l'épière doit être défendue contre une andrène. C'est ensuite une abeille domestique qui s'attaque à son trésor. Les épines de son abdomen sont faites pour blesser grièvement les rivales. La femelle fait enfin les yeux doux à ce soupirant très vindicatif. La spécialisation contraint parfois les abeilles sauvages à des adaptations particulières. L'abeille à culotte a une passion exclusive pour le pollen de la chicorée sauvage qui ne fleurit que le matin. L'hyménoptère doit donc se dépêcher. Chaque jour, elle aménage une cellule de son nid. Elle dispose de 4 heures pour récolter le nectar nécessaire à la larve de cette cellule, car dès midi, les fleurs de la chicorée sauvage seront fanées. Pour exploiter au mieux ce court laps de temps, l'abeille à culotte possède d'énormes brosses sur ses pattes arrière. Elle peut ainsi recueillir beaucoup de pollen à la fois et n'a pas besoin d'interrompre sans cesse le butinage pour transporter le pollen jusqu'au nid. Un mâle lui fait des avances. Mais la femelle butine pour ses petits, elle s'est donc déjà accouplée. Ces brèves rencontres ne l'intéressent plus. À midi, elle rentre au nid pour la dernière fois avec une lourde charge. Elle a ensuite tout l'après-midi pour s'occuper de l'aménagement intérieur de sa galerie. Le soir, l'activité des abeilles diminue. Nectar et pollen ont été recueillis en grande quantité. La température baisse. Les abeilles sauvages se retirent dans leurs abris ou se retrouvent pour passer la nuit ensemble. Les mâles surtout passent la nuit dehors. Ils ne participent pas à la construction du nid et n'ont donc pas accès à la galerie où dorment les femelles. Certains mordent dans un roseau et passent la nuit ainsi.
Les petits insectes se serrent les uns contre les autres, comme pour se procurer sécurité et chaleur. Enveloppées par la nuit, les abeilles s'endorment. Les abeilles sauvages ne sont pas du matin. Tant que la rosée recouvre les prairies, elles ne bougent pas. Le cerf à longues antennes ne déroge pas à la règle. Lentement, la petite société s'éveille. À la différence des abeilles domestiques, les abeilles sauvages n'ont pas de ruche pour se réchauffer. Ce sont des enfants du soleil. Lorsque ces rayons réchaufferont les petites endormies, leur respiration s'accélérera. Alors, elles s'étireront et feront leur toilette. Puis, dès qu'il fera assez chaud, elles se jetteront affamées dans cette nouvelle journée. Chez les eucères à longues antennes, les mâles sortent de l'œuf quelques jours avant les femelles. Ils se montrent débordants d'activité dès le réveil, car la fécondation d'une femelle est la seule tâche importante de leur vie. Mais avant d'accomplir leur mission, ils prennent des forces. Pour cela, ils aiment visiter les fleurs de diverses fabacées, comme la vescraque. Mais dans ce milieu chaud et sec, certaines plantes n'ont rien de sucré à offrir aux pollinisateurs. L'Ophrys bourdon est une orchidée. Son seul et unique pollinisateur est l'eucère à longues antennes. Contrairement aux autres fleurs, l'Ophrys bourdon n'offre pas de récompense aux insectes pour leur service. Une Ancystrocerus oviventris s'aperçoit très vite de l'escroquerie. L'anthrophore à pattes poilues comprend elle aussi rapidement qu'il n'y a rien à prendre. L'Ophrys est une plante leurre. Elle imite la femelle eucère à longues antennes. Ce n'est pas évident pour l'œil humain, mais pour les eucères mâles, l'aspect et l'odeur de la fleur sont ceux d'une femelle très attirante. Ils ne résistent pas à la tentation de s'accoupler. Pris dans l'action, ils ne se rendent pas compte du stratagème de l'Ophrys bourdon. Pendant la phase d'approche, la tête de l'insecte frôle les pollinies, les réservoirs à pollen de la fleur. Cela suffit pour qu'elle se détache et vienne se coller sur l'abeille. La tête couverte de pollen, le mâle met le cap sur une autre orchidée qu'il va alors polliniser. Sauf en cas d'imprévu. Car partout, des becs affamés guettent les imprudents. À mesure que l'été avance, les abeilles sauvages se font rares. Mais certaines plantes ne fleurissent qu'à la fin de la saison. Et certaines abeilles sauvages attendent ce moment pour se manifester. Comme souvent, un versant argileux inondé de soleil offre des conditions de vie idéales. Dans cette région viticole, le climat est chaud sans être trop sec. Ce paysage accueille une faune et une flore spécifiques. Ici vit une parente de la collette du saule, cette abeille que l'on a vue aux prises avec les méloées violets et les sphécodes.
Cette Colette est également spécialisée. Sa plante nourricière n'est pas le saule, mais le lierre qui fleurit tardivement dans la saison. Un petit poisson d'argent partage son logement avec une Colette du lierre. Elle part butiner. Comme toutes les abeilles sauvages, elle boit du nectar et recueille le pollen pour nourrir ses larves. S'il faut aujourd'hui protéger nos abeilles sauvages, ce n'est pas seulement pour elles-mêmes. Elles ont pour nous un immense intérêt économique. Des chercheurs ont récemment chiffré la valeur monétaire du travail fourni par les insectes pollinisateurs en Europe. Elle s'élève à 14 milliards d'euros par an. Une grande part de cette somme est à mettre au compte des abeilles sauvages. Un essaim d'abeilles domestiques échappé d'une exploitation apicole s'est établi dans un tronc d'arbre mort. Il a facilement survécu à l'été. Mais qu'adviendra-t-il de lui avec l'arrivée de l'hiver ? Le gel et la neige ont fait leur apparition. Le bourdonnement s'est tu dans la prairie. Les abeilles domestiques ont été prises par le froid. Les abeilles sauvages volaient déjà de fleur en fleur à l'époque des dinosaures. Depuis, toutes les fleurs ont été pollinisées avec soin, avant même l'apparition des abeilles domestiques. Les abeilles sauvages ont toujours survécu à l'hiver, sans nul besoin de nos services. Mais les ruches des apiculteurs n'en sont pas moins irremplaçables, car elles ne pollinisent pas seulement des milliers de fleurs dans les environs de la colonie, elles nous donnent aussi la cire et le miel. La domestication de l'abeille se perd dans la nuit des temps. L'homme a su faire de ces petits insectes les compagnons ailés et zélés de son quotidien. Raison de plus pour ne pas oublier tout ce que nous devons à leurs cousines sauvages.